Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast que j'ai nommé Risk Taker. Ce podcast a pour but d'échanger avec différentes personnes sur un sujet bien précis, la prise de risque. J'aimerais mener une discussion avec chaque invité afin de vous montrer ce qu'est le risque pour chacun et de comment le gérer afin de faire des choses incroyables tout au long de notre vie. J'espère pouvoir vous apporter des réponses tout en apprenant moi aussi de mes invités. Vous présenter des expériences de vie incroyables et vous booster. Mais surtout, je vais vous donner l'envie de dépasser vos peurs et de réaliser vos rêves les plus fous. Je m'appelle Jonas Bell et j'ai l'honneur de vous présenter Risk Taker. Aujourd'hui, je suis avec Jean Troyer, alpiniste de renommée internationale ayant gravi plus de 8000 mètres d'altitude en Himalaya et détenteur du record de vitesse de l'ascension de l'Everest par la face nord. De guide de montagne à marin, Jean est avant tout un homme qui vit pour l'aventure. Touché par un AVC en 2011, Jean affirme qu'il a désormais l'âge pour enfin raconter. Et je suis heureux de pouvoir échanger avec lui. Déjà comme je t'ai dit, je suis content que tu sois là, quoi. Ça fait on devait se voir il y a longtemps et puis finalement on se voit maintenant. Bon, voilà, il y a un jour qu'on doit se voir. C'est qu'elle sympa. Ouais, c'est cool. Et puis du coup, on se connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Enfin, qu'est-ce que Moi Comment tu te présentes, toi? Parce que moi là, je t'ai présenté en quelques mots, tu vois, c'est assez simple, c'est que j'ai 50 ans de métier de guide, 40 ans d'aventure, donc 30 ans dans l'Himalaya et toujours vivant. Ouais, c'est un peu le but quand même. Oui, mais j'ai perdu beaucoup de copains. On va en parler après, justement. D'accord, Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose que... le thème du podcast, c'est quand même sur la prise de risque. Parce que moi, je trouve que prendre des risques dans la vie, c'est primordial pour vivre. Pour moi, la prise de risque, c'est positif, tu vois. On peut le voir comme négatif. Pour moi, c'est positif. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, moi, ce que j'aime d'en prendre des risques, c'est moi qui choisis. Donc, je sais que je veux contrôler ça. Ouais. Par contre, dans la vie, tu prends des risques seulement d'y être, ou tu es sur l'autoroute, tu peux rien faire. Ouais. Tu n'es pas maître. Et c'est ce que j'aime pas dans certains moments où je ne suis plus maître de ça. Moi, ce qui me fait peur, des fois, c'est quand... j'ai eu 2 fois peur, vraiment, dans la vie. C'est quand j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, là-bas, chez les Papous. Puis d'un coup, on s'est retrouvé dans un village où on n'aurait pas dû être là. C'est le copain qui s'est trompé. Et là, j'ai eu peur, parce qu'on se retourne, parce qu'il n'y a plus rien. On se retourne pour venir en arrière. Noir, de gens noirs, avec la machette. Ils nous attendaient. Donc, première, deuxième, troisième en voiture, en jeep, et puis... Ils sont tirés de côté. Ils ont vu, parce qu'on arrivait à fond. Ils sont tirés de côté, mais alors, ça tapait sur la carrosserie. Là, si on a un problème mécanique, on est coupé en morceaux. Donc, c'est tendu, ça. J'ai eu 2 fois le cas là. Mais autrement, personnellement, moi, c'est pas la peur. Dans l'Himalaya, pour moi, quand j'allais cette tension énorme qu'on avait de contrôler tout ce qu'on faisait pour rester vivant. Et ça, c'est ce que j'ai vécu pour moi et que j'essaie de comprendre les autres. Moi, j'ai vécu l'essentiel dans les expéditions, c'est la vie. On voulait réaliser notre rêve, mais rester vivant. Donc, le reste, il n'y a rien qui compte. Il n'y a même pas le temps, on s'en fout du temps. On a le jour et la nuit pour nous, ça va très bien. Nous, la nuit, ça nous va très bien, puisqu'on grimpait jour et nuit avec Erhard, on a inventé ça dans l'Himalaya, grimper jour et nuit. Mais prendre des risques, moi, c'est normal. Pour moi, c'était normal, mais déjà gamin, quoi. Par contre, je pense que quand gamin, en prenant des risques, j'ai cultivé l'instinct. L'instinct de se rattraper. Courir sur les cailloux au bord de la rivière où si tu tombes, t'es vraiment embêté parce que je ne savais pas nager, on faisait ça quand même, quoi. Tu vois, des trucs simples, mais juste toujours aller un peu plus loin pour voir si on arrive à tenir, quoi. Ouais, et puis c'est justement quoi, tu me disais quand tu étais petit, tu t'aimais aussi courir autour des ruisseaux. Du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de faire guide, d'aller tout le temps dans la montagne quand tu étais petit? Non, venir guide, bon, il y a mon frère Daniel qui est devenu guide en 66. Et puis moi, je savais encore pas ce que je sortais de l'école. Faut dire que l'école
primaire, moi j'ai détesté ça et j'ai vu trop de violence. Ouais. Donc moi, les instituteurs, je ne peux pas les voir. Surtout un, là, c'était vraiment un voyou. Catholiquement salopard, politiquement salopard, et puis vraiment pas intelligent. Et puis c'est lui qui tabassait tous les jours les gens. Et puis quand tu as mis en terre un gars de ta classe parce qu'il s'est suicidé, il ne peut plus supporter l'instituteur, tu vois, ça c'est noir pour moi. Ouais. Donc après que je suis sorti de cette école secondaire, à 16 ans, je ne savais pas que faire. Papa m'a dit, bon, je te trouve un coin. Trouve un coin au nord de l'Allemagne. J'ai passé une année là-haut, de 16 à 17 ans, au plat, près d'Hannover. Et quand je suis rentré, j'ai eu l'étincelle de dire, mais ça c'était pour moi, ça. Et il a vu ça, mon frère, Daniel, il a 3 ans de plus que moi. Il m'a pris, on est parti en montagne. Et tout de suite, la première année, on grimpait tout ce qu'on pouvait, on faisait que ça, mais il n'y a plus que ça dans ma tête. Donc j'étais un enfant plus sage, il fallait juste que je sois dans la nature. Je finissais le travail comme monteur en chauffage, je prenais le moteur à papa et je montais dans la vallée et j'allais me promener dans la nature, voir les bêtes, tout ça, seul. Et puis après, on a fait mais ça c'était les années 60, fin des années 60, on a fait puis la voie Bonatti. Tu vois, les années là où j'étais, il n'y avait qu'une voie, quoi. C'était, moi j'ai fait le courtier en 69, non, c'était en 67, 68. Donc j'étais tout gamin, et puis Daniel m'a emmené, c'est tout. Moi j'étais avec mon frère dans cette place. Donc c'était extraordinaire, tu vois. Puis moi j'ai adoré ça, il n'y a plus que ça qui comptait. Ouais, et puis justement, ça t'apportait quoi, justement, d'être en montagne avec ton frère, et puis de... Tranquille. Ah, mais Donc, mon grand frère, il n'y a rien qui peut m'arriver, il y avait mon grand frère. Ouais, c'est beau. Oui. Ça, c'était magnifique. Daniel est très fort aussi en montagne et tout. Il a un sens de la montagne qui est extraordinaire. Comme guide de montagne, par exemple, moi, même maintenant, je vais lui demander des conseils. Il connaît mieux la montagne que moi ici. Ouais. Parce que moi, j'étais trop souvent loin, tu vois. Je suis parti quand même 10 ans au Canada à faire du ski héliporté. Tous les hivers, j'étais là-bas. Donc toi, tu as appris de lui, c'est lui qui t'a, en guillemets, appris Il m'a beaucoup appris. d'expérience. Ouais. Énorme, tu vois. Bon, aussi, on parlait avec papa très peu, mais on parlait, parce que lui était chef de la colonne secours dans la ville à Orsières. Donc, il sait ce que c'est que l'après-guerre, où il y a beaucoup d'Italiens qui traversaient pour venir travailler chez nous, ils traversaient l'école dans la tempête. Ouais. Il y a eu des morts, quoi. Donc, il savait ce que c'était que récupérer des gens, quoi. Alors, il connaissait, les parents ont connu un peu le mauvais côté de la montagne. Tes parents? Mes parents, ouais. Enfin, maman aidait papa, quoi. Ouais. Et puis, mais ils n'avaient pas forcément peur, ou ils vous ont pas... Oui, quand même, maman avait avec ton peur. frère de... Papa il cache, mais maman avait peur. D'ailleurs, au Grand Capucin, quand on y était, Daniel devait reprendre les clients le lendemain. Puis devant nous, il y avait deux Anglais qui n'allaient pas trop vite, on était derrière eux, on les a rattrapés, puis on n'a pas pu passer devant. On est resté derrière eux, puis on a dû passer la nuit au sommet, juste sous le surplomb au sommet. Et puis pour eux, on n'a pas de téléphone, donc pour eux, ils disaient ils devaient rentrer aujourd'hui, ils sont où, quoi. Donc ils ont mal dormi. Ils ont appelé les gars comme Michel Larblay, les gens du coin, Rosis, tout ça, ceux qui connaissaient. Ils disaient, Michel a répondu, s'il y a une cordée devant eux, ils ne peuvent pas passer. Ils doivent suivre la cordée lente. Et c'était juste. Alors après, bon, le matin, on s'est sortis, on est descendu à Courmayeur, tu as le temps de descendre. Il fallait au moins 2 heures pour avoir la connexion téléphonique à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas encore. Parce que ça passait par Rome, puis après ça venait par Berne, puis après ça venait tu vois, à la maison. C'était pas les téléphones d'aujourd'hui. Pas vite, tu vois, comme ça. Donc vraiment, j'ai eu peur, puis après, le coup de téléphone, expliqué. Alors Daniel, les clients ont dû se débrouiller. Il leur fait retarder d'un jour, puis ça a été. Ouais. Et tu savais que toi, c'était ce que tu avais envie de faire, en guillemets, peu importe si tes parents, ils n'étaient pas trop pour ou ils avaient peur, non. Tu en avais besoin. Papa, quand il nous voyait heureux, c'est ce qui comptait. Ouais. Peu importe quand c'est. Alors moi, à côté, il m'a dit, tu peux faire guide, d'accord, plus tard, mais le guide, c'est une saison. Prof de ski, c'est une autre saison. Tu as encore 2 saisons. Et là, il y a du travail à faire. Donc j'ai été monteur en chauffage. Je suis monteur en chauffage plombier. Ouais. Alors, je travaillais tout le temps avec. Puis j'avais mon grand frère qui avait l'entreprise, le plus grand, donc je travaillais chez lui.
Donc une fois que j'ai fait guide, je travaillais toute l'automne chez lui. Ouais, donc c'était une vie, entre guillemets, découpée par saison. Ouais, mais j'aimais bien ça, parce que tu coupais les saisons, quoi. Que guide, après, l'hiver on faisait moniteur, mais pas longtemps. Moi, une fois que j'ai eu le brevet, j'ai pu enseigner. Ouais. J'ai eu le privilège après de partir comme aide-entraîneur à l'équipe suisse féminine de ski. J'ai parcouru toute l'Europe et puis même aux États-Unis. Hein. Et puis après j'ai émigré au Canada quand on m'a ouvert les portes pour faire du ski héliporté là-bas. C'est un paradis. Les 3 premières années, j'étais dans un endroit qui est grand comme le Valais, et avec notre hôtel au milieu, et amenant l'hélicoptère à cet hôtel, depuis une bord de route. Tout ça, c'était à nous. C'est grand comme le Valais. C'est énorme. Et on découvrait tout ça. Là, tu as grandi en Valais, tu as fait un petit interpade en Allemagne. Après, tu as eu besoin de voyage, du coup, tu m'as dit que tu es parti au Canada. Après, dans tes expéditions, tu es parti dans l'Himalaya. Pas tout de suite. Tu as voyagé un peu partout? Oui, alors avant, d'abord, quand j'étais au Canada, c'est là que ça a commencé. Rentrer à la fin de la première année au Canada, en 76, on me dit qu'il y a 3 guides bernois qui me disent: tu veux pas venir au McKinley avec nous? Donc, monte en Alaska, je fais venir un peu de matériel chez un médecin là-haut. On avait rendez-vous, et puis maman a envoyé là-haut, et puis après on a fait le McKinley, c'est génial, c'est un autre monde, l'expédition. Je rentre ici, je travaille comme guide, et puis il y a un gars, Edgar Amberson, un Vaudois, qui dit, avec René Maillard et l'autre, il dit: t'as pas envie d'aller au Fitzroy? Fitzroy, pour moi, c'était la montagne de Lionel Terray. Et Lionel Terray, pour moi, c'était l'exemple de la personne tranquille, la force tranquille. Peu bavard, mais très très fort en montagne, et puis beaucoup, il aidait beaucoup les autres, c'était une puissance d'un être. Et il a écrit un bouquin tellement extraordinaire, c'est Les Conquérants de l'inutile. Ok. C'est extraordinaire, c'était mon livre de chevet. Ok. Super beau. Alors, d'aller au Fitzroy, j'ai dit non, c'est pas vrai, dans les plus belles montagnes du monde là-bas. Hein. Tu sais, c'est entre 1000 et 1400 mètres de face, granit, beau granit, puis là, champignons de neige dessus. C'est d'une beauté exceptionnelle. Et on est parti là-bas, puis on a réussi à faire le Fitzroy après la 9e tentative. Parce que la tempête du Pacifique, quand elle arrive, ça se coud. Donc on est arrivé dans le mauvais temps, on redescendait au camp de base, puis le camp de base était dans la forêt. Donc on avait 2 choses essentielles, on avait du bois pour faire le feu, on avait de l'eau qui coulait à côté. Donc on avait installé une coulée, puis ça coulait là et c'était super. On avait ça, mais pour moi, j'ai trouvé que c'était le paradis. Puis c'est seulement ensuite que tu es parti dans l'Himalaya faire des trucs de plus en plus haut. L'Himalaya, pour moi, c'était les gens qui ont une tête dure, qui acceptent de souffrir et qui acceptent qu'il n'y a pas de secours organisé du tout, rien, pas comme chez nous, tu vois. Donc, il fallait être prêt à ça. Puis en 82, j'ai accepté, puis j'ai découvert. Alors, il fallait que je découvre si j'ai les gènes de la haute altitude. J'ai un copain professeur à la NSA à Chamonix, Yvon, et lui, chaque fois qu'il allait dans l'Himalaya, il attrapait les œdèmes. Il pouvait redescendre, il devait redescendre très vite. Et chaque fois, il a fait 4-5 fois, il m'a dit: l'Himalaya ne me veut pas. Et c'est dur pour lui parce qu'il a fait toutes des grandes voies ici et dans d'autres sommets moins. Mais dans l'Himalaya, il n'était pas accepté. Alors moi, j'ai découvert, c'était au Makalu, à 8200 mètres, mais c'était pas grave parce que j'ai pas fait le sommet, mais par contre, j'ai retrouvé les gènes de la haute altitude et j'étais heureux là-haut. Donc c'est bizarre. C'est pas normal d'être là-haut, puis d'avoir le sourire, puis il dit: plus tu montes, plus ça va, quoi. Est-ce que Blotch a aperçu le copain, le dernier avec qui j'étais dans l'Himalaya? Il m'a dit: t'es bizarre, parce qu'à 7002, tu commences à avoir le sourire, les yeux qui brillent, et ça te va. Donc tu vois, je suis fait pour ça, quoi. Parce que tu te sentais bien là-haut, du coup. Ah oui, je me sens bien là-haut. Pas peur. Je savais que quoi qu'il arrive, je descends. Et la preuve, c'est que même avec une AVC à 6000, je suis redescendu. Ouais, tu savais que c'était toi qui avais ton destin entre tes mains et puis que peu importe ce qui pouvait t'arriver, quand tu partais, tu voulais redescendre, quoi. Tout à fait, même en rampant. Et là, avec l'AVC, j'ai perdu l'équilibre. Donc à un moment, je devais marcher à 4 pattes, quoi. Donc c'est la seule fois où j'ai dû marcher à 4 pattes en rentrant au camp de base. Mais tu as réussi à garder cette lucidité de dire: il
faux dans tous les cas que... Oui, après, ça c'est l'ignorance qui était agréable, je ne savais pas que c'est un AVC. Je pensais que c'était les problèmes dans l'oreille interne, des cristaux qui étaient mêlés dans l'oreille interne et qui me faisaient perdre l'équilibre. Si tu prends un gros choc, il y a les cristaux qui sont mêlés, tu sais que tu es un peu KO, comme on dit. Et moi je pensais que c'était ça, mais c'était un AVC, quoi. Ouais, ça c'est une expérience qui t'a forcément marqué, ça t'a changé quand même le rapport à la montagne. Après, t'as dû modifier ta manière de faire la montagne. J'avais toujours envie. Bon, je suis arrivé à la maison sur une chaise roulante, donc ça c'était un choc pour Mireille, ma femme, et puis les enfants. Ah, ils ont eu peur. Et un jour, ils sont arrivés au pied du lit, et puis ils ont dit, maintenant, écoute, papa, t'arrêtes les 8000, tu nous fais peur. J'ai arrêté. Pour eux, j'ai arrêté. Et puis, 30 ans d'Himalaya toujours vivant, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein. Il n'y en a qu'un. Ça a été étudié par les Guérin. Il était le seul qui a fait 30 ans sur une tentative des 8000 pendant 30 ans et qui est vivant. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup. Et après, c'est très simple. J'avais toujours le pôle Nord, pôle Sud en à regarder, quoi. Donc, il y a Mike qui est venu chez moi puis qui m'a dit il faut que tu ailles ailleurs. Il n'y a pas que l'Himalaya sur la Terre, et il y a des beaux endroits bien plus beaux. Puis c'est vrai qu'il m'a envoyé dans le Grand Nord, tout au nord de Québec, sur la Terre Baffin, tout au nord encore, sur le passage nord-ouest. J'ai découvert une île, et là il y avait 200 ours polaires sur la petite île qu'il y avait au nord. Et c'est ce qu'on a fait avec Lodge et les copains. On a tourné un film, puis on a été aller voir les ours là-haut. Monter dans l'île. Puis l'île était pour nous, on était seuls sur cette île pendant 3 semaines, les 3 gaillards. Seuls. Personne d'autre. Ouais. Donc on monte, on voit les poissons, puis on revient. C'était extraordinaire. C'était vraiment un paradis extraordinaire. Ouais, c'est beau. C'était quoi justement l'expédition ou l'aventure la plus... celle dont tu te souviendras, celle qui t'a marqué le plus? C'est pas une expédition, c'est l'amitié. Ouais. Qui me rappelle le plus. Je rencontre un ami, puis on se parle de ce qu'on a vécu, les sommets qu'on a fait, tout ça. Plus qu'un sommet qui m'a marqué. Bon, les sommets, l'Everest, on est resté 1h30 au sommet, ça c'est trop beau, ça. Donc pour toi, c'est plus les liens que tu crées dans le voyage que le sommet. Que le sommet en lui-même, Ah, oui. que l'expédition. Ah ouais. C'est plus important de rentrer avec des copains que de laisser un copain pour le sommet. Pour moi, j'étais comme ça, quoi. Alors s'il fallait renoncer, même assez près du sommet, on renonçait, puis c'est pas grave, c'est pas le bout du monde. Ouais. Tu vois, en snowboard, Appa était avec moi, Sherpa, et puis il me dit, là c'est trop tard si tu vas au sommet. Tu arriveras trop tard, il y a beaucoup de vent, il faisait froid, et puis on n'avait rien. Et à un moment, à 8700, il me dit, faut pas. Alors je me suis posé un quart d'heure pour ça, pour me dire, faut accepter, quoi. Parce que le cerveau accepte. Une fois accepté, j'ai mis le snowboard, et puis j'ai commencé à surfer la descente. Mais j'ai pas été au sommet, mais je pense que Appa avait tout à fait raison. Étant, il a une connaissance de l'Himalaya plus grande que la moyenne. Lui, il a fait maintenant au total 21 fois le sommet de l'Everest avec des clients. Pas pour lui, pour les clients. Ouais. Donc, il a une connaissance que sur l'Everest, c'est quand même un grand chef. Et puis comment tu as fait justement pour accepter... moi j'ai dû voir ça aussi après mon accident. Le mot acceptation était hyper important pour moi. Ouais. Pour que je puisse continuer de progresser, d'avancer. Il fallait que j'accepte que j'ai eu un accident, que ma vie serait totalement changée pour du mieux. Moi je pense que c'est pour du mieux. Oui. J'ai appris plein de choses, mais je devais quand même accepter cet accident. Et comment tu fais toi pour accepter? Tu as des conseils, une manière de faire, d'accepter quand il y a quelque chose qui t'arrive, par exemple là tu dois redescendre, ou la perte de quelqu'un ou d'un proche, ou je sais pas. Alors, moi, dans mon expédition, j'ai jamais perdu quelqu'un. Sur 40 ans, je suis toujours rentré. Et ça, c'est un immense cadeau de la vie. Parce que perdre quelqu'un, je veux dire que c'est ton copain le fout dans une crevasse. Erhard Loretan a dû vivre ça. Il a mis Pierre-Alain dans une crevasse. Mais pendant 4 ans, dans sa tête, ça allait mal. Hein. Chaque fois qu'on partait, il avait peur. Et un jour, on était sur un glacier. Moi, ça m'arrivait. Puis d'un coup, je me retourne, puis je le vois loin, puis j'attends. Il arrive vers moi, il fait j'ai peur. J'ai pas envie de te mettre là dans une crevasse comme Pierre-Alain. Je sens pas. Tu sens pas, on arrête là. Alors, tranquille, tu vois, sur un glacier, un gros caillou, on se met dessus, puis on a refait le monde.
Puis 3-4 heures après, on est rentré. C'est bon, on a renoncé sans toucher la montagne. Mais je pense que c'était plus important ça, parce que je pense qu'on forçait son destin, quand lui ne sentait pas, il ne doit pas y aller. Il a raison. On n'a pas été, pardon. Mais il m'a dit, si tu veux, je viens, mais je sens pas. Non, ça ne se faut pas. Il ne faut surtout pas y aller. Et ça, c'est important. D'écouter l'intuition qu'on a au fond. Ah, puis il y a des choses ici que ça ne faut pas faire, il ne faut pas aller contre. Tu vois. Moi, j'étais une fois contre un sentiment négatif, je me suis cassé la jambe en parapente. On n'est pas là. Parce que j'ai voulu faire mieux qu'Erard, quoi. Erard l'avait déchiré son parapente, puis après moi j'ai essayé, puis j'ai décollé, puis je riais. Mais arrivé de l'autre côté, j'ai eu pris dans des tourbillons, envoyé contre les murs de rizière, et puis cassé le pied, quoi. Donc là j'étais fâché après moi, parce que je dis, si tu t'es écouté, tu ne dois pas décoller. Ouais. C'est facile après. Ouais, ça c'est aussi une part, je pense, de l'ego qu'on a tous, de toute façon, je pense. Mais savoir s'écouter, puis dire, cette fois-ci oui, cette fois-ci non. Ouais. Puis qu'est-ce que je veux faire au fond? Mais moi j'ai appris là à dire que quand tu sens pas, il ne faut pas y aller, quoi. On a été des fois à la limite, au Choyu dans la Nouvelle Voie. Wojtek ne sentait pas, il a dit, moi je rentre, puis nous on dit, on va aller voir plus loin, quoi. Mais lui, ça lui fout un choc, de dire, mais attention, je laisse partir 2 copains qui, s'ils vont plus loin, c'est des fous, parce que c'est pas bon, ils faisaient doux. Alors on était sous un surplomb, puis dès qu'on sortait, là t'as des avalanches, des cailloux, puis Erard, il met la tête, il voit arriver un caillou, voilà. On s'est remis sous le surplomb, puis on a dit, là, c'est pas le moment d'y aller, quoi. On est rentré en camp de base. De nuit, et puis Wojtek était content qu'on rentre aussi, mais on était vraiment juste au bord du surplomb, à la limite, quoi. Ouais. C'est comme je discutais avec Jérémy, il faut être à la limite sans dépasser la limite. Ouais. Mais ce qui est dangereux pour nous, la limite en 8000, c'est que tu es tellement bien. Tu vis tellement bien que des fois tu es trop bien et tu risques de passer de l'autre côté de la limite en t'endormant tranquille. Et à l'Everest, on s'est dit avec Erard, si on était resté 3 heures de plus, on n'en revenait pas. On était trop bien. Ouais. On était couché là-haut, puis on bougeait plus, tranquille. Et ça, c'est une sensation que tu as réussi à retrouver ailleurs ou dans d'autres situations, cette sensation plutôt dans les bonheur pur. Le bien-être quand tu as réalisé ton sommet. Mais ce qui est l'avantage que j'ai en tant que guide, tu sais, quand tu arrives au sommet, c'est pas fini. Le plus dur reste à faire, c'est descendre. Et avec ton client, le ramener en bas. Oui. Donc ça, j'ai appris ça dans le métier de guide, que la descente, c'est la partie la plus délicate de la montagne. C'est pas... Parce que le client, il dit, voilà, j'ai réussi, j'ai plus qu'à descendre. Il n'a plus à monter, il n'a plus qu'à descendre. Et il se relâche là, il se relâche la tension. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de retenir des clients qui se relâchaient. Une fois, justement, en 69, moi, j'avais 2 avec moi les plus faibles, mais les trois champions qui allaient partir dans l'Himalaya, c'est eux qui ont glissé, puis ils m'ont ramassé tous, on a tous tombé là. On était 6 emmêlés dans les cordes, au fond du grand combat, quoi. Donc là, tu peux rien faire. C'est quelqu'un qui te tombe dessus, j'étais pris dedans. Rien pu faire. Ça, c'était à cause d'une erreur de... Erreur de Gaillard, il a sa botté sous les crampons. Donc les crampons ne touchaient plus, il avait le botte de neige. Tu mets sur la neige, il a fait comme ça, sur le cul. Ouah! Puis quand une pente raide, elle était en nylon, alors ça ferait une vitesse folle. Les 2 de ses copains étaient là, moi j'étais ici, avec les 2 autres, puis lui il est tombé là. Donc j'étais pris au milieu, quoi. J'étais ramassé, j'ai rien pu faire. Ouais. J'étais arraché au moment où j'ai pu tenir sa corde, j'étais arraché, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est... Quand on... Enfin là, quand tu me dis, et je pense qu'il m'a pas dit les 3/4 de ce que tu as vécu, c'est assez incroyable. Moi, j'adore écouter les anecdotes comme ça. Et puis quand tu regardes un peu en arrière tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça t'a appris, tu vois, de faire toutes ces expériences, ces aventures en guillemets, toi, tu as beaucoup plus d'expérience. Enfin, moi, j'ai 21 ans, donc j'ai pas encore fait grand-chose. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette vie, justement?
Moi, j'ai appris une chose qui est beau, c'est, comme j'ai dit avant, c'est l'amitié. De se retrouver même dernièrement, 17 ans après, des amis qui ne sont pas dans la montagne, hein, ils sont dans des spectacles de chevaux. Je les ai revus samedi passé. D'un coup, je savais, je vois le spectacle, je les vois là, puis je dis, mais attends, c'est merveilleux, je les connais. C'est des amis, ils sont venus skier chez moi, j'étais chez eux, j'ai fait des photos chez eux, des reportages photos aussi, parce que je trouve extraordinaire, ils ont des chevaux d'une beauté. Puis d'un coup, le gars qui est à côté de moi, il dit, mais attends, on va s'arranger. Je vais voir comment je peux te les faire rencontrer. Puis d'un coup, on les a rencontrés. 17 ans après, ça n'a pas changé. L'amitié n'a pas changé. Ça, la vraie amitié, ça existe d'une beauté exceptionnelle. Pour moi, c'est plus beau que tout le reste. Mais la montagne te permet d'avoir plutôt de la vraie amitié. Parce que t'es plus en ville, t'es plus dans le milieu, t'es dans un milieu qui est tellement dur. On sait qu'on prend des risques, puisque il y en a qui restent sur place, dans notre expédition, mais qui te fait conscience qu'on vit la même chose, on vit l'intensité, puis quand on se la partage, c'est une toute belle amitié. Tu ne te vois pas pendant 10 ans, c'est pas grave. Tu te retrouves dans 10 ans, tu as rajeuni 10 ans. L'amitié est restée la même. Oui, et c'est ça qui est fort. Wojtek Kurtyka, avec qui j'ai fait plusieurs expéditions, et puis il était en Pologne, il travaille beaucoup, et je ne l'ai pas revu, puis d'un coup je le revois à la remise du Piolet d'Or à Autrans, en France, là, dans un petit coin, et puis je le vois là, mais ça fait plus de 15 ans qu'on ne s'était pas revu après l'expédition. Donc c'était vraiment un cadeau extraordinaire de le revoir. Pour moi, les plus belles choses, c'est ça. Les 8000, en mer aussi, j'ai fait 10 ans de voile, sur les tentatives de record de l'Atlantique aussi. Mais quand on se retrouve avec les marins, c'est magnifique. C'est magnifique, alors. C'est une beauté, l'amitié, c'est vraiment une toute beauté, quoi. Ouais, c'est beau. Moi, j'ai pu entrevoir ça quand même. J'ai fait un challenge. Je suis parti en vélo depuis ici jusqu'à Barcelone. Et puis avec mes deux copains avec qui je skiais à l'époque. Et puis il y en a un qui était en vélo, l'autre en voiture pour nous gérer le matos et tout ça. Et puis les liens que tu crées, les souvenirs que tu crées, surtout après quand tu as réussi le challenge, puis quand tu rentres, ils sont vraiment forts. Ouais. Donc, plus encore que l'expérience de faire 1000 km à vélo, le partage des 10 jours, 15 ou 13 jours avec les potes, c'est plus fort. Ouais, oui, tout à fait. Puis ça reste ancré, et puis après il y a des voies qui partent différentes, c'est logique dans la vie, mais d'un coup tu revois, mais c'est du gros bonheur, quoi. Ouais. C'est pas évident quand tu dis que les voies elles partent différentes. Moi je vois aussi, j'ai certains amis, on se voit moins ou autres, parce que chacun fait ses projets, ses études ou son métier ou autre. Et c'est pas forcément encore là une fois évident à accepter. Toi t'as dû en guillemets te séparer de certains potes ou certains amis pour faire ta vie. C'est pas séparé, c'est qu'on a eu des voies différentes. Et puis les vrais potes, on s'accepte parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des tarés comme moi qui retournent pendant 30 ans sur des 8000 pour tenter les gros trucs. Donc tu comprends, mais quand tu te retrouves des fois, même si c'est des voies différentes, que lui il a été dans une voie complètement différente de la mienne, pas d'aventure, mais quand on se retrouve, on se rappelle les bons moments qu'on a vécus. Donc c'est ce qui est beau de retrouver des amis, c'est qu'on se rajeunit d'un coup. On revient 10, 15 ans en arrière. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Et puis, pourquoi tu dis que tu as justement maintenant tu as l'âge de raconter, justement. Pourquoi tu dis ça? Avant, on ne racontait pas du tout. On grimpait. Puis quand tu grimpes, tu n'as encore rien à dire. Puis on était dans l'époque où on ne parlait pas beaucoup. On grimpait d'abord. Puis tu avais des anciens, comme Thérèse, c'était pas un gros bavard. Mais quand il a réussi à faire beaucoup de choses, il a écrit un bouquin qui reste marqué pour les alpinistes de mon âge. Les concurrents inutiles, c'est impressionnant, c'est une beauté, quoi. Après, tu as des gars comme Michel Larblay. Lui, pendant toute une course, il a pas ouvert la bouche.
Il n'a pas ouvert la bouche. Et le soir, il écoutait, c'est tout. Donc tu avais ces personnages où les grands, pour moi c'était des grands alpinistes et tout, puis qui ne parlaient pas, tu n'aimes pas raconter les petites choses que tu as fait. Alors moi j'ai pris l'habitude aussi avec mon frère, c'est que pour l'instant on n'a rien à dire, donc on se tait. C'est tout, puis on grimpe. Et j'ai commencé à grimper partout dans la planète, et puis après dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya, on était des tout petits, quand tu lisais tous les bouquins des grands, on était des tout petits, quoi. Et je suis encore tout petit maintenant, par rapport aux anciens. Tu sais qu'il y a un Suisse, Guillermo, qui en 1902 est parti au K2. Tu vois, en 1902? Donc il y a plus Donc de 100 ans. c'était le train et le bateau. Transport, c'est tout. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture. Tu vois la différence que ça fait. Ouais. Donc ils partaient pour presque l'année, quoi. Dans des coins complètement perdus, où il n'y a rien, c'était tout nouveau. Et tu les voyais, non, c'est impressionnant, ils étaient maigres, noirs, toi. Ouf là là, il y a un bouquin là-dessus, quoi. Je vois le bouquin, les photos qu'il a amenées, c'est impressionnant. Donc toi, à côté d'eux, moi je suis tout petit, quoi. Parce qu'eux, ils n'avaient pas l'équipement. Donc tu étais plus à faire d'abord, et puis raconter. Après. Raconter après, puis ça me va bien maintenant de raconter parce que j'arrive à m'exprimer. Mais avant, j'étais nul. On me posait une question, on disait oui. C'est dur? Non. Génial. Voilà. Alors tu vois, mais ça me faisait rire parce que je connaissais des grands marins, comme Tabarly, tout grand marin français, qui pas bavard. Puis il y a un il a dit, mais comment tu fais devant les journalistes? Et je dis, ben si on pose une question bête, je réponds oui ou non. Maintenant, si on me pose intelligemment, j'ai quelque chose à raconter. Je trouve ça très très beau. Je pense que c'est assez juste. Ben ouais. Attends, il arrivait, il avait gagné cette course, il arrive, vous êtes heureux? Puis il répond, ben oui. C'est tout. Tu vas faire quoi? Tu n'es pas marqué sur son visage? Il est à côté de son bateau, il est encore sur son bateau, il est heureux comme tout. Puis l'autre, vous êtes heureux d'avoir gagné? Il n'y a pas plus banal que ça. Ah ouais. Nous, on fuyait ça avec Errard. Au retour d'expédition, sur le retour, on fuyait ça parce que ce qu'on a vécu, c'était l'essentiel. Puis on n'était encore pas. Moi, je trouvais difficile de rentrer dans la société suisse, où aussi on n'a que la complainte de l'opulence, et puis on se plaint. Et puis nous, on a vécu l'essentiel, on était vivants, on était heureux d'avoir réussi et d'être vivants. Donc il faut revenir dans cette société. Je trouvais dur ça au début. Des amis là qu'on se voyait, mais ils se plaignaient de ceci, ils se plaignaient de ça. Puis j'étais sur un nuage. Puis alors il fallait. Et puis ouais, j'arrive pas à gagner assez d'argent pour changer la voiture. Quel problème? Moi j'avais une poubelle, ça allait très bien. Comme voiture. Ouais. Mais je traversais l'Europe, ça allait très bien. Tout le matériel d'un sac à dos était là à côté de moi, la coccinelle. C'était génial, t'allais n'importe où avec ça. Ça n'allait pas vite, mais on avait le temps. Donc tu vois, eux, ils ont un souci terrible autre que nous, souci, dire, Puis moi, c'était facile. Je rentrais à la maison, j'habitais chez maman, donc j'avais à boire, à manger, un toit. C'est le bonheur. J'avais tout, j'ai plus qu'à travailler, puis s'il faut, et puis je peux travailler, beaucoup de travail en ce temps-là, je travaillais, puis c'est bon. Quand j'avais assez d'argent, c'était bon. Ouais. Et puis ça t'embêtait justement d'y voir comme ça, et quand tu rentrais, t'avais envie de leur dire quoi? De ne pas les voir, Ouais. de me cacher. Et tu vois, quand on est rentré une fois avec Erhard le 24 décembre, après 8 mois d'expédition, puis qu'on arrive à Genève, tu vois les gens, le 24 décembre, hein, c'est quand même, on va boire, manger comme des cochons et faire la fête. Eh bien, il tire à la gueule. Erhard, il me dit, on prend un billet, on va ailleurs. Parce qu'il a dit, mais ils sont tarés ici, ce qu'il fait. Et moi aussi. Moi je me cachais. J'allais dans le chalet à Branche seul, et puis j'avais pas envie de voir les gens, j'avais pas envie de parler. Pour pas prendre, entre guillemets, Parce que c'était pas le moment, voilà. c'était pas le moment de parler. Il fallait d'abord que l'esprit absorbe ce que j'ai vécu, et puis d'un coup il doit absorber tout ce qu'il y avait.
C'est une vie complètement différente ici, hein, que de ce qu'on a vécu. Nous, au camp de base, un matelas, un couchage et une tente, c'était le bonheur. Ici, ben, t'as des maisons, hein, tu vois autour de toi. Et c'est pas le bonheur. C'est ça qui est terrible. De voir les autres, avec tout ce qu'ils ont, de ne pas être heureux. Ouais. C'est dommage, quoi, parce qu'on passe à côté de la vie. Mais moi, j'ai ce privilège d'avoir vécu l'essentiel. Et ça, c'est extraordinaire. Je suis un privilégié de vivre ça. Tu vis juste pour la vie. Le reste, peu important. Les habits, tout ça, t'es sale, tu pues, c'est pas important. Rien à foutre de tout ça. C'était vraiment le retour à l'essentiel. Enfin, c'est ça qui te. Ouais. qui t'attirait. L'aventure te fait vivre l'essentiel. Parce que tu arrives à des moments où il faut vraiment vivre que ça. Tu veux continuer de l'avancer, réaliser ton rêve, et tu sais que ça va être dur, et tu acceptes ça, et que là, tu veux, juste après, à un moment, tu dois rester vivant. C'est tout ce que tu as envie. Ouais. Ouais, c'est fort, n'empêche. Oui, C'est fort. Moi, je suis un privilégié, un gamin. Je suis un gamin gâté, quoi, parce que j'étais bien à 8000, très bien là-haut, c'est heureux. Et puis, sur la mer, sous l'eau, dans le désert, en l'air, je peux tout faire. Je connais pas le mal de mer du tout, quoi. Mais les marins, je connaissais à côté de moi. Ouais. Ouais, moi Donc j'étais une pas. part de chance aussi dans le. Peut-être dans dans mon biotope, ma biologie, je sais plus comment je suis fait, quoi, mais j'ai reçu ça, et pour moi, c'était naturel de partir en aventure. Les copains savaient, on me dit on va là, tu viens? Oui. Si j'étais libre, je partais. Tu vois, j'arrivais dans les derniers 8000 que j'ai fait, les gros avec les rares, là, tu sais, au camp, j'arrivais à la maison, et puis il y a Laurent Bourgnon qui m'appelle pour ramener son bateau. Ben, j'ai dit à maman, écoute, il y a Laurent qui m'appelle, j'ai traversé le lendemain matin, je traversais très tôt le matin de nuit, je traversais avec ma coccinelle toute la France pour aller en Bretagne, sauter sur son bateau et puis naviguer. Mais tu vois, ça tu peux pas faire si tu es complètement, quand tu es libre comme ça, tu peux le faire. Maman me dit, mais tu repars? Je dis, oui, mais Laurent m'appelle. Ah bon, d'accord, si c'est Laurent qui s'appelle, je ne peux pas refuser, quoi. Ouais. Tu vois, c'est merveilleux, tu rentres dans 8000, tu as une pêche d'enfer en plus parce que tu as plein de globules rouges en surcharge, quoi. Et le hématocrit élevé, d'aller là-bas, c'était trop cool. 3 cafés sur le parcours, puis Juste pour te booster un coup, puis ouais. c'est parti. J'arrivais là-bas et puis sauter sur le bateau, c'est trop beau, ça. Quand tu avais des occasions de faire ces choses-là, tu te posais pas la question. Je ne posais pas, je partais. Ouais. Mais tu vois, on me disait, ouais, tu as de la chance d'aller au Canada. J'ai dit, écoute-moi, il y a une chose que tu saches. Quand la porte s'est ouverte pour aller au Canada, j'ai foncé dans la porte. Elle était ouverte. Quand on m'a offert à Cabalutrien d'aller travailler du ski héliporté au Canada, comme je voulais connaître ce pays, moi j'adorais ce pays, j'avais lu Le peuple chasseur d'Arctique d'or, Frison Roche, j'ai vu son film dans le Grand Nord canadien. Et après j'ai vu le film de Jeremiah Johnson sur le Grand Nord canadien avec les ours, la bagarre avec l'ours et Robert Redford. J'ai dit, c'est le pays que je dois y aller. D'un coup on me dit, tu veux venir au Canada, tu peux travailler comme guide dans la poudreuse, il n'y a rien d'autre que l'hélicoptère. Ah, attends, j'en bavais. Mais il n'y en a pas d'autres. D'autres, j'ai des invités, ils disent, ah non, pas cette année, faut que je voie. Je dis, bah, tu balayes ça, tu ne remontes pas 2 fois. Ouais. Alors, j'ai fait venir des jeunes guides d'ici. Il y en a qui sont venus qu'une année, puis ils ont eu peur. C'est trop loin, c'est loin de la maison, tout. Là, moi, j'étais plutôt heureux, quoi. Ouais, c'est un choix de vie. Pas tout le monde veut faire ce choix de vie de. Oui, mais alors après, il ne faut pas dire tu as de la chance, toi. Pourquoi toi, tu n'as pas la chance? Parce que tu ne veux pas l'avoir. On t'a proposé ça, surtout que je connaissais. Je t'ai proposé, puis il ne veut pas venir, ben, c'est son problème. Il ne faut pas dire toi, tu as de la chance. Non. C'est toi, tu n'es pas né pour ça, quoi. Puis, des jeunes qui partent, moi, je les encourage parce que ils rapportent au pays après des choses positives de ce qu'ils ont vécu, puis ils voient la vie différemment. Quand tu étais voir ailleurs, tu vois qu'ici, on peut faire mieux. Ouais. Toi, justement, si tu avais quelque chose à dire à un jeune comme moi ou autre,
avec toutes tes expériences de vie, justement, c'est quoi? C'est partir, c'est y aller à fond? Il faut découvrir le monde, mais découvrir pour un but de découvrir de la nature, du respect, et puis des gens. Tu vois, là, on faisait une conférence avec un gars, Pascal, qui a fait 6 ans en pédalant autour du monde. Il est rentré il y a 2 ans. Mais pendant 6 ans, il a été pédalé tout autour du monde seul. Mais les rencontres qu'il a faites sont immenses sur ce parcours-là, parce qu'il rencontre des gens qui ont la même idée, qui pédalent en même temps que lui des fois. Et puis aussi, qui dit, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai beaucoup aimé ça, c'est qu'il y a beaucoup de bons gens sur la Terre et des paysages merveilleux. Alors, actuellement, je dis, mais arrêtez de lire les journaux, regardez pas les nouvelles, parce qu'on ne vous annonce pas des belles choses. On veut vous annoncer que des malheurs. Pour vous mettre bien. Ouais, mais il y a plus malheureux que moi, donc moi ça va bien. Donc nous on reste tranquille, voilà. On se pose pas trop de questions. Tu vois, et c'est ça, que les gens se contentent du malheur des autres pour être bien. Ici. Ouais. C'est ce que tu vois autour quand même. Hein. Oh, alors ils n'ont pas de chance alors là-bas. Toi, tu pourrais faire beaucoup mieux aussi. Donc, mais les Suisses voyagent pas mal quand même. Et la jeunesse aussi, il y a une belle jeunesse qui voyage beaucoup. Hein. Oui, c'est cool. Oh là là, il y a une belle jeunesse. Le monde ne me fait pas trop peur parce que j'ai des enfants. Puis j'ai parlé avec la première Justine en disant je suis désolé des fois qu'on donne un monde pareil, quoi. C'est pas bon actuellement. Et elle m'a dit ne fais pas de soucis, papa, on se démerdera. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.